Alors bonjour à tous, bonjour à toutes et à tous, bienvenue sur dailyfx.fr, le Good Morning Euro-Dollar, le point sur les paires majeures, le taux de change euro-dollar, bien sûr, qui teste et qui remonte vers 1,0640 dollars. Rappelez-vous la cible du biseau, de cette compression qui se développe petit à petit depuis la cassure des 1,08, qui a vu en début de semaine le taux de change toucher 1,0558. Désormais, la question se pose soit de shorter les 1,0640, soit une accélération haussière en direction des 1,07. Pour quelles raisons? Alors il y a des choses hier assez surprenantes dont le marché a pris connaissance sur le plan des indicateurs de conjoncture économique. Vous avez sous les yeux l'avertissement sur les risques liés au trading des devises, des CFD et de manière générale les marchés financiers. Prenez-en connaissance. Hier, ce qui a surpris le marché, c'est l'indice PMI manufacturier en novembre aux États-Unis selon l'ISM. Voilà, donc pour mettre les bons libellés, l'ISM c'est un institut de recherche économique aux États-Unis qui édite des indicateurs, dont le fameux PMI, l'indice de confiance des directeurs d'achat au sein des entreprises. Vous avez aussi le PMI de Markit, qui est un autre institut privé qui propose son propre PMI. Hier, ce qui a surpris le marché, c'est le plus bas depuis 6 ans de l'indice PMI manufacturier aux États-Unis, ce qui a entretenu la consolidation du dollar américain depuis le début de la semaine. Cette consolidation du dollar américain, vous le constatez ici avec tous les chandeliers horaires du taux de change euro-dollar depuis le début de la semaine, puisqu'on est repassé de 1,0558 au fameux 1,0640. Alors certes, je visais 1,0645, on a fait 1,0639. Bon, d'accord, c'est pas fait, ça peut encore être fait. Moi, je surveille toujours le développement de cette compression en biseau ici sur le taux de change euro-dollar. Il faut savoir aussi que l'euro, avant la BCE, il est soutenu par, au contraire, les très bons PMI manufacturiers qui ont été publiés hier en Europe, qui sont sur un plus haut depuis 1 an et demi en Europe. Donc forcément, lorsqu'on compare le PMI européen sur un plus haut depuis 1 an et demi et le PMI des États-Unis sur un plus bas depuis 6 ans, forcément, ça soutient l'euro-dollar. En tout cas, ça a fait consolider le dollar US, mais le consensus pour les créations d'emplois aux États-Unis, il est hyper fort. Le consensus pour l'enquête ADP. Aujourd'hui à 14h30, 14h15, on attend l'enquête ADP. Je serai avec vous ici en live. L'enquête ADP, alors l'ADP c'est une société privée qui gère les contrats de travail de 16% de la population active aux États-Unis, donc voilà, elle édite des feuilles de paye, etc. Donc elle peut faire remonter des stats, sauf qu'elle ne couvre que 16% de la population active aux États-Unis. Moi je vais vous montrer un graphique qui superpose les chiffres de l'ADP et les chiffres du NFP, vous l'avez sous les yeux, ce qui montre que globalement on a une tendance assez proche lorsqu'on compare les chiffres de l'ADP et du NFP. Le NFP sont les chiffres officiels, les fameux chiffres dont on prendra connaissance vendredi. Ce qui avait surpris le marché, c'était donc cette data ici, en novembre, l'excellent rapport NFP. L'ADP avait été précurseur. Et donc en l'état, voilà pourquoi le marché est complètement perdu alors qu'on sait que c'est une semaine à haut risque sur le plan de la volatilité implicite. Vous avez à la fois un PMI selon l'ISM aux États-Unis au plus bas depuis 2009, 48,6. Imaginez-vous, le PMI manufacturier US rebascule sous le seuil des 50. C'était pas envisageable sous 50. Comment la Réserve fédérale des États-Unis peut remonter ses taux avec un PMI sous 50? Des anticipations de contraction économique par les directeurs d'achat. C'est un indice de confiance. Et pourtant, lorsqu'on étudie en détail les sous-composantes de l'indice PMI, la dimension emploi, elle, est très forte. Alors, les perspectives macroéconomiques selon le directeur d'achat seraient dégradées aux États-Unis, et pourtant l'économie US serait encore capable en novembre de créer des emplois. Et voilà donc face à quoi la Réserve fédérale va se retrouver confrontée le 16 décembre. Première partie, sa crédibilité. Elle répète qu'elle va monter les taux depuis des mois et des mois. C'est la dernière réunion de l'année. La probabilité, le consensus du marché est fort. Si elle fait rien en décembre, quid de sa crédibilité? Deuxième chose, les chiffres de l'emploi, ils sont solides. L'économie US crée des emplois, le taux de chômage baisse. L'inflation, certes, est très en deçà des objectifs de la Fed. D'ailleurs, hier, la publication du PMI manufacturier va forcément faire baisser les anticipations d'inflation aux États-Unis. Donc, la crédibilité dans la balance, les chiffres de l'emploi, ça milite en faveur d'un relèvement des taux. Surtout la crédibilité plus que les chiffres de l'emploi. Et puis en face de ça, les anticipations d'inflation. Et là, forcément, ce PMI manufacturier qui va forcément gêner
la réserve fédérale. Alors qu'est-ce qu'elle va faire? Eh bien, vous savez quoi? J'ai quand même le sentiment que si les chiffres de l'emploi n'étaient pas bons en novembre, ça faciliterait la tâche à la Fed. Des mauvais chiffres de l'emploi en novembre, là c'est pas compliqué. Bon bah elle fait rien. Elle dira bon bah écoutez, le PMI s'est dégradé, les anticipations sont plus qu'elles sont. L'économie US quand même, elle a du mal à confirmer les chiffres d'octobre, et puis septembre c'était déjà pas très bon. Là, elle remontera pas assez tôt. Mais si les chiffres sont solides en novembre de création d'emplois, alors là, le dilemme de Madame Yellen, elle va pas dormir de la nuit pendant plusieurs semaines. Qu'est-ce qu'elle fait? Sa crédibilité, les chiffres de l'emploi. Et en même temps, le PMI, ce n'est qu'un sondage d'opinion, un sondage parmi les directeurs d'achat. Donc, j'aimerais pas être à la place du FOMC, le Comité de politique monétaire de la Réserve fédérale des États-Unis. Idem pour la Banque centrale européenne, prise en étau entre encore hier des membres du gouvernement allemand qui disent que l'Europe n'a pas besoin de davantage de mesures accommodantes. Les PMI en Europe hier sont très solides, au plus haut depuis 1 an et demi. Le taux de chômage est au plus bas en Allemagne. L'activité manufacturière est au plus haut en Allemagne. Certes, la France déçoit. Alors là aussi, c'est un sondage d'opinion, c'est peut-être lié aux récents événements à Paris. Donc, je dirais que même pour la Banque centrale européenne, demain c'est complexe, mais c'est pas aussi complexe que la Fed. Bon, au final, on attend quand même demain beaucoup de la BCE. Aujourd'hui, c'est bien sûr l'enquête ADP. Elle prend une dimension particulière. L'enquête ADP est toujours importante parce qu'elle couvre 16% de la population aux États-Unis, parce qu'elle est très liée en tendance à l'évolution du rapport NFP. Mais elle prend une dimension particulière, cette enquête ADP, parce qu'hier, eh bien, sacrée mauvaise surprise du côté des indicateurs avancés aux États-Unis. Pour le moment, que dire du taux de change euro-dollar? Les mouvements techniques sont assez lisibles puisqu'on a un certain nombre de jambes directionnelles d'environ une centaine de pips qui se déploient au sein d'une compression très connue en analyse chartiste, le wedge, le biseau, alors qui ralentissent la baisse du marché. Je visais hier la partie haute du biseau, c'est fait. Le marché a fait le haut du biseau, à quelques pips près. Alors maintenant la question se pose, et j'anticipe la question que vous avez peut-être déjà laissée dans la file commentaire. Alors, 1,0640, ça accélère et on fait 1,07, ou est-ce qu'on short 1,0640? Eh bien c'est la question à 10 000 $ du jour. La question à 10 000 $. J'ai pas la réponse. Ce que par contre je peux vous dire, c'est que c'est le seuil décisif du jour, les 1,0640. Quand l'État en est toujours dans la compression, aujourd'hui je vois deux possibilités, deux scénarios. Soit le marché fait un double top sous 1,0640, vous avez ici les bougies horaires. Déjà je pense que vu le chandelier horaire là qu'on a fait entre 8h et 9h, on va peut-être pousser et revenir tester les 1,0640 $. Et puis là voilà, c'est le niveau décisif. Et je pense que le marché, avant de prendre cette décision, il va attendre l'enquête ADP. Il y a aussi une autre dimension qui est gênante cette semaine et qui alimente la volatilité implicite, les anticipations de volatilité réalisées. C'est le fait qu'il y a des positions latentes en fort gain, notamment de la part des grands gérants, des banques d'investissement, des maisons privées, des positions latentes en gain important à la baisse sur l'euro-dollar. Est-ce que ces investisseurs vont prendre le risque de neutraliser leurs gains latents avec demain une BCE qui ne serait pas aussi accommodante que le marché l'envisage? Parce que cette semaine sur l'euro-dollar, on parle beaucoup des indicateurs américains, mais c'est aussi du rachat de short. Moi je suis à la place d'un gérant, comme ce que je vous expliquais hier, je veux montrer à mes clients que j'ai fait une belle année, j'ai 1000 pips de gain latent, moi je coupe en grande partie, j'encaisse. Donc le rachat de short pour, pour pouvoir créer de beaux bilans à présenter à ses clients, ça fait aussi partie des choses qui alimentent le rebond de l'euro-dollar. Et donc au final, sur l'euro-dollar cette semaine, et c'est pourquoi les anticipations de volatilité réalisées sont fortes, il y a à la fois les rachats de short pour faire de beaux bilans, il y a à la fois les stats européennes qui sont quand même, qui confortent en tout cas leur bonne dynamique ces dernières semaines. Il y a le dollar américain qui peut aussi, on peut vouloir prendre des bénéfices sur le dollar US. Il y a les anticipations de hausse des taux de la Fed en décembre, les très bons chiffres de l'emploi des derniers mois, on verra si c'est le cas en novembre. Mais en même temps, le PMI manufacturier, alors là, sous 50, personne l'envisageait, 4 points en dessous le consensus hier. Je n'aimerais pas être à la place du comité de politique monétaire de la Réserve fédérale. Alors maintenant, trêve de blabla, que peut faire l'euro-dollar à court terme? Lorsque je regarde le chandelier horaire, je pense qu'on peut bien monter encore de 10 pips de plus. Je pense qu'on va revenir tester les 1,0640. C'est le seuil décisif. Il ne faut présager de rien. En l'état, le marché remonte vers 1,0640 et je pense que là, il va aller les chercher.
on va se trouver ensuite au contact de la résistance. Il ne faut pas la shorter en première intention, trop risqué. La seule chose qui serait vendeur sur l'euro-dollar, c'est de casser les 1,06 10 dollars, hein, le plus bas de la session asiatique. Les 1,067. Parce que là, ça ferait vraiment double top. C'est tout ce qui m'inviterait à vouloir vendre l'euro-dollar. Casser les 1,06 10 dollars. Aujourd'hui, il suffirait d'une petite déception sur l'enquête ADP couplée à des rachats de shorts avant la BCE. C'est demain la BCE. C'est demain à 13h45. Moi, je suis un gérant, j'ai beaucoup de positions short euro-dollar à 1,11, 1,12, 1,13. Je n'ai pas envie de m'exposer demain au simple fait que, imaginez que la BCE ne baisse pas ses taux. Au passage, pour la petite publicité de nos émissions, je vous rappelle que demain on fait un live spécial qui dure 1h30, de 13h45 à 15h, 15h15. On fera avec Sylvain, on fera à deux. On va tout couvrir, et notamment les taux. Donc voilà, moi j'essaye un peu de couvrir les choses, de dire les choses telles qu'elles sont. Il y a beaucoup de choses qui influencent l'euro-dollar cette semaine, et pas uniquement l'environnement statistique. Il y a des problématiques de gestion d'actifs, de gestion de change et d'habillage de bilan. Et cela s'ajoute aux anticipations du marché. Dans tous les cas, l'euro-dollar n'est pas encore une devise de carry trade, parce que l'écart n'est pas suffisamment élevé entre les taux d'intérêt sur le marché monétaire aux États-Unis et en Europe, ce qui pourrait changer si la BCE baissait ses 3 taux directeurs, ou ne serait-ce que 2 des 3, et si la Fed relevait le sien. Si ces deux conditions sont réunies, là l'euro-dollar devient du carry trade, et là, ok, en 2016 on ira plus bas. Mais ce n'est pas le cas à court terme. Donc, mon anticipation à court terme, on va monter vers 1,0640. Allez, encore 10 pips, on va prendre 10 pips, je pense là à l'achat sur l'euro-dollar. 1,0640 c'est le seuil décisif, on les dépasse, on monte à 1,0690. Mais il faut les dépasser pour ça. Je serai vendeur uniquement en cassure des 1,0607. Voilà. Alors une fois n'est pas coutume, j'ai pris 15 minutes là pour vous décrire l'euro-dollar, mais je pense que les enjeux sont vraiment très importants. Lors des toutes prochaines heures, je voyais encore ce matin nos analystes américains rappeler la volatilité implicite de tous les taux de change majeurs, qui sont très forts. La volatilité implicite, pour faire simple, sont les anticipations de volatilité réalisées. Les anticipations de volatilité réalisées, elles sont basées sur le prix des options de change. Et pourquoi est-ce que le prix des options de change peut créer de la vol sur les cours spot? Pourquoi? Parce que lorsqu'on les exerce, ces options, on livre le spot. Donc forcément, il y a un impact. C'est immédiat. C'est ça le principe des options. Voilà en tout cas comment les choses se jouent. Et pour résumer la situation, sans se casser la tête, voyez un énorme intervalle de neutralité entre 1,0, enfin énorme, entre 1,0607 dollars et 1,0638 dollars, c'est neutre. On sort par le haut, on accélère à 1,0690. On casse 1,0607, c'est short, et on retombe à 1,0550 avant la BCE. Moi, mon conseil, chers auditeurs, attendez la sortie de ce range. Attendez la sortie du range 1,0607, 1,0640 dollars. Il n'y a pas de perspective haussière tant qu'on est sous 1,0640. Mais il n'y a pas de perspective baissière tant qu'on tient les 1,0607. Après, c'est vrai qu'on reste sous la résistance, qu'il y a ce scénario du double top à 1,0640. Enfin voilà, j'essaye un peu de tout couvrir. Ok, maintenant je réponds à vos questions. Je vais quand même couvrir les taux de change majeurs. Le NZD-USD, prenez vos bénéfices. Je visais 0,67 dollars, on a fait 0,6690. Je vous remontre le graphique en données journalières du NZD-USD. Hier, j'ai parlé de l'épaule tête-épaule inversée. C'est le cas, on a accéléré. On peut parfaitement faire un pullback sur 0,6610. Regardez en D1, on peut venir faire le pullback ici, ce serait parfait. Si aujourd'hui le dollar US se renforce avec un bon ADP et que le NZD-USD retombe sur 0,6610, ça se paye. Mais voilà, on a fait deux belles chandeliers D1. Le pullback serait idéal. Sauf que là, en intraday, on va consolider. Voilà, on va consolider. Donc, il y a eu des beaux gains, 30-40 pips à faire sur le NZD-USD. On y reviendra si le marché fait son beau pullback bien propre comme il faut sur la ligne de coup de cette énorme structure en épaule, tête-épaule inversée. Le GBP-USD, j'avais ouvert mon premier Good Morning Euro Dollar de lundi en expliquant que j'appréciais les 1,50 $ pour un achat
pour viser une remontée en direction des 1,5090 et des 1,5136. Hier, avec ce chandelier H4, j'ai neutralisé mon point de vue sur le câble qui n'a pas donc changé. Le taux de change USD-Yen reste bien orienté, à la base haussier depuis 16 octobre, dans un range depuis le 6 novembre. Ici, c'est le dernier rapport NFP. D'accord? Ça, c'était l'enquête ADP. Donc, vous voyez des choses intéressantes. À très court terme, on est toujours dans une dynamique positive depuis le 25 novembre. Neutre entre 126,68 et 123,25. On est neutre entre 126,68, 122,68 et 123,25. Admettons que la perspective d'une BCE stimulante et un solide ADP peut faire remonter l'USD Yen vers 123,78. L'AUD-USD, peut-on enfin le shorter? T'as la question à 1000 dollars. Voilà aussi. C'est moins élevé que les 10 000 dollars des 1,0640 de l'euro-dollar. On est revenu au contact de la partie haute du vaste triangle symétrique qui se déploie depuis le 11 août. C'est suracheté en H4. On a en l'état, c'est pas une shooting star H4, mais quelque chose qui induit une temporisation. Il n'y a pas de div pour le moment, c'est trop tôt. Donc c'est trop tôt, je pense, de vouloir shorter la UD-USD, surtout que c'est fort ces dernières semaines. Mais par contre, je cesserai de l'acheter. L'USD CAD en plein cœur d'un énorme range, 1,3280, 1,34, au contact des sommets annuels, dans une structure d'élargissement. La journée de tous les dangers sur l'USD CAD, c'est vendredi, avec le rapport NFP, avec la conférence de presse de l'OPEP. Si l'OPEP ne mentionne pas explicitement vouloir défendre un seuil sur le pétrole, et si les chiffres de l'emploi aux États-Unis sont bons, on est à 1,40 la semaine prochaine. On cassera les 1,34, 50, et on sera à 1,40 la semaine prochaine. Au contraire, une organisation des pays exportateurs de pétrole qui dit nous, Arabie Saoudite, Venezuela, etc., on défendra et on fera ce qu'il faut sur l'offre pour défendre le seuil des 40 dollars. Ça soutiendra le CAD, l'USD CAD baissera, et avec un coup de pouce de chiffres décevants de l'emploi aux États-Unis, on cassera par le bas la figure d'élargissement et on retombera. Et voilà, il y a deux scénarios hyper contradictoires qui s'opposent. Aujourd'hui, si l'enquête ADP est bonne, on peut revenir tester les 1,34. Moi j'ai le sentiment que jusqu'au NFP, jusqu'à vendredi, on va rester dans le range 1,33, 1,34. Donc qu'est-ce que fait l'euro-dollar sur l'hyper court terme? Bah écoutez, pour l'instant il reste sous les 1,0638. Alors on ne parle pas encore de double top, hein, on est dans ce range 1,0607, 1,0638, on est là-dedans et on voit la compression hyper réduite maintenant entre la partie haute du wedge et les 1,0607. On est dans cette hyper compression, et ce que j'appelle l'hyper compression, parce qu'elle catalyse un potentiel de volatilité réalisé gigantesque. On le retrouve sur l'once d'or entre les 1063 dollars. Les 1063 dollars, c'est le niveau de support qui a été repris après la fausse cassure du 27 novembre et sous nos pieds la divergence haussière de RSI. Mais en même temps, l'once d'or reste dans son canal baissier. Je parle donc d'une zone d'hypercompression sur l'euro-dollar entre 1,0607 et 1,0638 et une zone d'hypercompression sur l'once d'or entre 1063 et 1072, 1073 dollars. Et malheureusement, je n'en connais pas le sens de sortie, chers auditeurs. Ce que je peux vous dire, c'est lorsqu'on va en sortir, ce sera pour fortement décaler. Alors vous comprenez que forcément, plus s'approche la BCE demain, plus tous les scénarios, même d'analyse technique, même les mieux argumentés, tendent à une probabilité de réalisation de 50%, hein, forcément. Ça devient sérieusement compliqué. Voilà, c'est pour ça que je voulais insister sur tous ces ranges maintenant qui je pense peuvent durer hein, jusqu'à demain. On verra avec l'ADP. En tout cas, il faut notamment surveiller les 1063, 1073 de l'once d'or et les 1,0607 et 1,0638 dollars du taux de change euro-dollar. C'est comme ça que je cadre l'évolution des cours. Alors, il y a beaucoup de questions. Donc, je poste les commentaires. Alors, donc un point sur le GBP CHF.
Un point sur le DAX. Quoi la différence entre l'ADP et le NFP? L'eurodoll en H1. Le DAX. Ok, ok, je vois à peu près toutes les questions. Et l'USD CHF. Ok, parfait. Alors, la différence entre l'ADP et le NFP, déjà, c'est la différence entre les deux instituts qui produisent ces statistiques. L'ADP, c'est une société privée de ressources humaines qui gère des contrats de travail et donc qui couvre 16% de la population active aux États-Unis. Le rapport NFP, il est édité par la BLS, l'équivalent du ministère du Travail en France. Donc là, pour le coup, euh, il intègre, l'ADP est inclus dans le NFP. Mais c'est pas parce qu'il y a 300 000 créations d'emplois par l'ADP qu'il y aura au moins 300 000 créations d'emplois du NFP. Il faut bien comprendre ça. On peut parfaitement avoir un ADP et 300 000 créations d'emplois et un NFP et moins 100 000. Il faut vraiment que vous compreniez ça. Hein. Souvent, les gens ont du mal à comprendre ça. On peut avoir un NFP à plus 300 et un ADP à plus 300 et un NFP à moins 100. C'est juste un produit en croix. Hein. L'un est inclus dans l'autre. Si sur 16% de la population active vous avez 300 000 créations d'emplois, mais que sur les 84 autres pourcents vous en avez moins 150 000, bah lorsque vous rassemblez ça dans le packaging global des 100%, ça peut vous donner un chiffre négatif. L'un n'est pas le socle de l'autre, ce sont simplement deux rapports dont l'un est inclus dans l'autre, tout simplement. L'euro-dollar, je pense vous l'avoir bien cadré. Idem le gold. De toute façon, honnêtement, pour avoir la réponse, moi ça va vraiment être les deux choses qui vont le plus m'intéresser en cette fin de semaine, l'once d'or et l'euro-dollar. Deux choses énormes se préparent sur ces deux marchés. Les compressions sont là. Euh, J'attends le sens de sortie. Alors, l'USD CHF est très similaire à l'euro-dollar, forcément, mais à l'envers. C'est-à-dire que l'euro-dollar a remonté, ok, l'USD CHF recule après avoir fortement progressé et à court terme se replie vers le support des 1,0225. 1,0225, un support qui peut tenir si l'enquête ADP est solide. Les 1,0225 du taux USD CHF sont la traduction des 1,0640 de l'euro-dollar. Donc ça va véritablement se jouer là-dessus. Pour l'instant, on revient sur le premier support. Mais là, j'ai quand même l'impression que le SDCHF, il va quand même aller chercher ce niveau. Des 1,0225. Donc ce qui peut faire remonter l'euro-dollar à 1,0638. Par corrélation inverse. Mais pour l'instant, on reste dans le micro-range. Alors qu'est-ce que je pense du DAX? Bon, vous avez compris qu'il y a deux niveaux décisifs sur le GR30 et l'Eurostoxx 50. Je les mets côte à côte. 3473 pour l'un. Observez que les 3473 de l'Eurostoxx 50 sont beaucoup plus propres que les 11240 du DAX. Les investisseurs internationaux achètent les 3473 de l'Eurostoxx 50. Ah, pourquoi? Parce qu'ils se disent qu'avec une BCE qui apporterait du stimuli, ça ne peut que soutenir les actions de la zone euro. Ok. À court terme, la remontée de l'euro-dollar met quand même sous pression les indices boursiers de la zone euro. Le seul niveau qui m'intéresse sur l'Eurostoxx 50, c'est 3473. C'est le seul point d'entrée à l'achat. Si ça casse, eh bien, on perd 40 points et on retombe à 3425. Donc sur le DAX, on constate que les 11 240 ont agi une fois, deux fois, trois fois. Attention, je suis en train de me demander, est-ce qu'on n'est pas en train de préparer des grosses têtes épaules hein, sur l'Eurostoxx 50 et le DAX? J'aimerais pas voir la cassure des 11 240. Et pour l'instant, ça tient. Ce sont les deux seuls niveaux qui comptent. 11 240, 3470. C'est quand même la quatrième fois qu'on vient sur le support. C'est jamais bon signe quand on vient 4 fois dessus, mais en même temps, tant que ça tient, ça tient. Surveillez le RSI H1, il n'y a pas de div en l'état. Il y a une ligne de tendance hein, qui soutient le DAX depuis le 16 novembre, mais elle n'est pas encore proche des cours. Bon, c'est tout ce qui m'intéresse. 3473, 11 240. Les deux seuls niveaux attractifs sur le DAX et l'Eurostoxx 50. Alors,
Une question sur Lucassan. Alors comme le rappelait tout à l'heure Yoav, ce qui a soutenu Lucassan, ce sont ses composantes bancaires. Il y a des grosses banques d'investissement britanniques. Hier, il y a eu un discours de McCartney qui était très favorable aux banques. En tout cas, il saluait leur travail. Lucassan, je suis très satisfait quant à moi de mon suivi, puisque je le suis à la hausse, notamment depuis le V-bottom de la mi-novembre et le rebond sur 6250 points. Je vous rappelle que chaque jour, vous avez un article sur le FTSE 600 sur notre site. On a dépassé les 6400 points. En l'état, c'est un signal technique haussier propre à la bourse de Londres. On devrait pouvoir remonter vers les 6480. En l'état, on est toujours soutenu par cette ligne de tendance haussière. Tant qu'on est au-dessus des 6400, je conserve le suivi haussier. On n'a pas non plus une accélération franche et massive, mais voilà, techniquement parlant, au-dessus des 6400, je conserve le suivi haussier. Voilà, bah écoutez, j'ai répondu à toutes vos questions, donc merci d'avoir été attentif à ce point de marché. Justement, l'once d'or, ça vous intéresse? Qu'est-ce que fait l'once d'or? La compression, on short, on paye. Qu'est-ce qu'on fait? Le point dans le Commodities Market Report à 10h30. Moi, je vous retrouve dans le morning meeting à 11h. Et notez bien, aujourd'hui, on suit en live l'enquête ADP ensemble, ici à 14h15. Ce sera la vol du jour. Je parlerai aussi dans le Wall Street Insider de 14h15 des marchés actions américains qui sont revenus sur leur plus haut, avec un SP500 et un US30 qui ont bien fini hier. J'en parlerai tout à l'heure. Merci à tous et à tout à l'heure.